Avertissement. Les opinions et les hypothèses exprimées dans cette vidéo peuvent s'avérer hautement controversées et pourraient choquer certains auditeurs. Elles n'engagent que les individus qui les énoncent et ne reflètent d'aucune façon l'opinion de Média Info Cité TV. Bonjour tout le monde. Alors, on est présentement mercredi soir. Moi puis Isabelle, en fait, c'est Isabelle, elle a décidé de récidiver sur son sujet de prédilection. Alors, vous avez vu qu'elle avait déjà fait 4 vidéos. Si vous ne les avez pas vues, je vous encourage à aller les écouter. On va mettre les liens dans la description de la vidéo. Alors, aujourd'hui, elle a un sujet bien spécial qui devrait vous intéresser. Puis, elle n'a pas besoin d'être plus présentée que ça. Alors, de ce pas, je vous présente Isabelle. Salut C'est à toi, Isabelle. Stéphane. Salut. Salut tout le monde. Effectivement, comme tu le disais dans la présentation, j'ai déjà présenté 4 vidéos. J'en ai fait d'autres, mais mettons que ceux-là s'inscrivent dans une certaine série. Il y a comme une suite cohérente de la partie 1 à la partie 4 que je vais vous présenter sous peu. Pour me présenter, je suis une blogueuse depuis 20 ans. Donc, mon blog, vous avez l'adresse ici et la page Facebook avec le logo parce que vous pouvez vous abonner à la page Facebook ou aller régulièrement sur le blog où je publie ponctuellement de l'information. Alors, quand Stéphane parlait des 4 parties, j'ai fait la première partie, la gouvernance mondiale et l'agenda 2030. Dans cette vidéo-là, je présente le plan détaillé, c'est-à-dire le plan stratégique du Forum économique mondial qui démontre l'instauration de la gouvernance mondiale à partir du COVID-19. Tout est indiqué, on parle de la 5G, on parle de l'identité digitale, on parle des technologies de contrôle qui vont être installées, les villes intelligentes. C'est vraiment le plan stratégique de la gouvernance mondiale qui est inscrit là. Je le démontre en détail. La partie 2, opération consentement, c'est les stratégies de gestion de la crise. Fait qu'on va beaucoup parler de la Fondation Rockefeller qui vise à tester. Là. On est dans l'étape de tester et trouver des cas. Hein? Je pense que tout le monde s'en est rendu compte avec l'actualité qu'on vit présentement. Et particulièrement dans cette vidéo-là, à la marque 1 heure, je commence à montrer des listes. Qu'est-ce que moi, je propose en tant que préparation? Surtout là, on est quelle date là? On est le 16 septembre. 16 septembre. On parle d'un reconfinement imminent pour la Ville de Québec. Là, aujourd'hui, c'est annoncé. Puis on a eu les indicateurs. Donc, ça peut être utile de se faire des réserves, ne serait-ce que pour éviter de devoir sortir de la maison parce que ça risque d'être de plus en plus compliqué, on va se le dire. La partie 3, COVID-19, à quoi s'attendre pour l'automne-hiver? Là, dans une première partie, je présentais le plan d'intégration des enfants dans le milieu scolaire, que ça risquait d'être compliqué. Et je pense que l'actualité nous démontre que c'est effectivement extrêmement compliqué. Puis les impacts d'un reconfinement éventuel qui semble imminent. 4e partie, COVID-19, le grand reset. Encore, je reviens avec le Forum économique mondial qui, dans son plan stratégique de gouvernance mondiale, explique ou en tout cas détaille qu'ils vont faire ça à partir du grand reset, la grande réinitialisation, puis que c'est en fait un mécanisme on-off pour fermer le système actuel, pour ouvrir les lumières vers un autre système qui va être la gouvernance mondiale, le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Alors, les sujets... Isabelle, ce qu'on va faire, là, juste pour les gens, là, les 4 vidéos, allez voir dans la description du vidéo en bas, on va mettre le titre et le lien. Si vous voulez pas chercher les vidéos, ils vont être dans la description, vous allez les trouver facilement. Et puis, vous pourrez les écouter là, à votre guise quand vous voulez. Très bonne idée, Stéphane. Effectivement. Donc, les sujets que je vais aborder aujourd'hui, qui sont les architectes de la gouvernance mondiale annoncés par le Forum économique mondial. Fait que là, comme je vous disais, c'est annoncé. Là. Ce n'est plus un complot, ce n'est plus un fait qui est caché. La gouvernance mondiale, on en parle quand même dans les politiques là, depuis quelques années, mais là, c'est un projet qui est en train de se matérialiser très rapidement. Est-il possible de mettre fin à ce projet de nouvel ordre mondial-là, de mettre ce projet-là en échec, qui en fait est l'aboutissement du projet d'agenda 2030? Est-ce qu'on peut arrêter ça?
le nouvel ordre mondial, dire c'est terminé, votre projet est avorté, nous retrouvons nos droits et libertés et nous vivons dans la joie. Donc, je vais aller là aussi. Qui nous ont accordé nos droits et libertés? Avons-nous été trompés? C'est-à-dire, ça vient d'où ça, nos droits et libertés, ce concept de droits et libertés? Et on va aller avec quelles sont les ambitions et trajectoires des globalistes. C'est quoi qu'ils veulent? C'est quoi qu'ils veulent mettre en place? Est-ce que c'est d'acquérir de l'argent? Est-ce que c'est d'acquérir du pouvoir? Est-ce qu'il y a une quête spirituelle, une quête occulte à travers ça? Ça, on va plus approfondir la quête occulte dans la deuxième partie. On va parler du nouvel ordre mondial, le Novus Ordo Seclorum, tel qu'on le voit sur le dollar américain. Je pense que tout le monde, j'apprendrai rien à personne en parlant du logo avec la fameuse pyramide, avec l'œil qui voit tout, où on voit l'inscription Novus Ordo Seclorum. Et on va se questionner sur est-ce que c'est une prophétie d'un nouvel ordre mondial à venir et du règne de l'Antéchrist? Et à quoi devons-nous nous attendre pour les prochains mois? À quoi devons-nous nous préparer pour les prochaines années, considérant tous les faits que je vais vous apporter, que je vais laisser à votre propre réflexion, mais je vous apporte mon éclairage et comme d'habitude, comme à chaque fois je vous dis, c'est à vous de vous faire vos propres conclusions. Alors Stéphane, juste avant de rentrer dans la présentation, on pourrait peut-être faire une petite discussion rapide sur l'actualité parce que juste aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, la conférence de presse de M. Legault nous a appris quand même pas mal de choses. Je ne sais pas si tu l'as écouté ou si tu as pris connaissance là, de ce qui a été annoncé. Ouais, j'ai écouté par bout, ouais, mais je n'ai pas tout écouté, non. OK. Fait que dans le fond, M. Legault, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des documents qui ont coulé sur Internet. Ah oui, Hier, ouais, je il y les a ai vus. hier ou cette semaine, en tout cas, au début de la semaine, il y a eu une présentation, un webinaire à des médecins spécialistes et des documents officiels du gouvernement ont été montrés, qui sont les indicateurs des codes, des codes de couleur jaune, orange, vert, jaune, orange, rouge, et toutes les chartes qui indiquent combien ça prend de cas pour changer de palier de Ben couleur, ouais. combien ça prend d'hospitalisation, puis ça va être quoi les étapes de fermeture, dépendamment des paliers de couleur. Et ces documents-là ont probablement été remis à quelqu'un, mais pas probablement, ils ont été donnés à quelqu'un et ce quelqu'un-là a lâché ça sur les réseaux sociaux. Et là, mais très rapidement, la presse a publié disant que ça avait été publié, puis que là, c'était les vrais indicateurs du gouvernement. Fait que ce que ça fait, c'est que ça nous permet, avec les données de l'INSPQ, de savoir quand est-ce qu'on va être reconfiné, dans quel ordre, quelle sphère d'activité va être reconfinée en Ben, premier. il manque une information importante sur ces papiers-là, c'est la pondération qu'ils vont donner à chacun des critères. Par exemple, le premier critère, c'est le nombre de cas. Mais est-ce que ça va avoir la même importance que l'augmentation du pourcentage de positifs, qui devrait, à mon avis, avoir une pondération plus forte que le nombre de cas? Parce que le nombre de cas, ce n'est pas nécessairement des cas qui sont malades, hein. Ça peut être des cas qui sont asymptomatiques, ça peut être des faux positifs également. Et puis, ça peut être des gens qui ne développeront jamais la maladie et qui ne seront même pas contagieux. Donc, tu sais, ça devrait avoir une des pondérations les plus faibles. Par exemple, à Québec, nous, on est déjà dans le orange à cause de ce critère 1-là. Alors, quel poids ils vont donner à ça, on va le savoir. En tout cas, ils nous ont pratiquement dit qu'on allait être pas confinés, mais qu'on allait être en zone orange demain matin. Ah oui, c'est imminent. À Québec, c'est imminent. Fait que je pense que les premiers secteurs d'activité qui vont être touchés, ça va être les restaurants à l'intérieur, ça va être les bars, les activités sportives de contact. Je pense que c'est les premiers secteurs qui vont être reconfinés. Fait qu'effectivement, je pense que les gens, il faut qu'ils se préparent à peut-être les écoles qui vont fermer parce que là, il y a plein de classes aussi. Excusez-moi, il y a plein de classes qui sont fermées, des classes entières qui sont à la maison. C'est un peu le cafouillage, là. Fait que on peut s'attendre que les écoles vont fermer imminemment, mais encore là, je ne suis pas certaine. Là. Je ne veux pas alarmer les parents, mais il faut quand même s'y préparer parce que ça a des incidences énormes là, pour des familles qui ont des enfants. Alors, voilà pour notre petit coucou de la semaine sur ce qui se passe parce qu'il s'en passe beaucoup. Je commence avec justement, je parlais du Forum économique mondial. Ça, c'est
le petit virus qu'on appelle, moi puis Stéphane, parce que ça ressemble C'est carrément pas à la un première virus fois qu'on avec le voit, ce virus-là, non, hein? non, puis je passerai pas beaucoup de temps, mais je veux partir de cette gouvernance mondiale-là qui est annoncée sur le Forum économique mondial et éventuellement aller faire le pont avec le dollar américain. Oh, Fait que c'est pour ça que je trouve ça important de décrire ce que le Forum économique mondial nous vend comme principe, comment ils nous décrivent la gouvernance mondiale, en fait. Alors, ça, c'est la définition que j'ai trouvée sur le Forum économique mondial. Je ne l'ai pas inventée. La gouvernance mondiale est un moyen de gérer des problèmes qui transcendent les frontières nationales, qu'il s'agisse d'une pandémie, d'une crise financière ou d'un différend géoéconomique. Bien que traditionnellement centré sur la diplomatie et les organisations internationales, une grande variété d'acteurs publics et privés s'engage désormais dans la gouvernance transfrontalière et le travail lui-même s'est étendu au-delà de la conclusion de traités pour inclure le suivi, l'application et le financement formel et informel. C'est le deuxième paragraphe que moi je trouve intéressant. Une gouvernance efficace est essentielle pour garantir des sociétés pacifiques, saines et prospères. Donc, la gouvernance mondiale va être suscitée à partir de problèmes. Hein? Elle arrive comme une réponse à une série de problèmes qui relèvent de l'agenda 2030, c'est-à-dire tout ce qui est la pollution, tout ce qui est la pauvreté, l'injustice d'un pays à l'autre, d'une société à l'autre. Fait que la gouvernance mondiale se dit être une réponse pour amener une justice sociale, pour amener une écologie, pour amener une responsabilité envers notre planète et blablabla. On connaît le discours. c'est fomenter Donc, des violences, là, on le voit aux États-Unis, ce qui se passe, là, les médias appellent carrément à l'extrême droite à s'armer puis à aller protéger le ville, là. C'est pas drôle ce qui s'en vient aux États-Unis, hein. Les gens se promènent armés dans les rues puis ils tirent sur tout le monde, hein. On a vu des images de ça. Ça devrait faire la une de tous les journaux, hein. Mais non, ils préfèrent parler de Donald Trump puis de la présidence américaine, mais ce qui se passe dans les villes, c'est assez hard. puis plus on approche les élections américaines, plus on s'en va, je pense, vers des révolutions civiles aux États-Unis. Tu sais, que Trump gagne ou qu'il perde, ça risque d'être le chaos dans les rues, là. Ça, c'est s'il n'y arrive pas quelque chose avant. Mais bon, on n'ira pas sur ce terrain-là parce que je n'ai pas assez de contenu pour aller Oh, appuyer ouais, non, on va pas là, pas à mes soir. prétentions. On ne va pas là asseoir. Une gouvernance efficace est essentielle pour garantir des sociétés pacifiques, saines et prospères, en particulier maintenant, au milieu de l'épidémie de COVID-19 et de la réaction nationaliste généralisée contre la mondialisation. Fait qu'eux autres, ils prétendent que les pays, hein, soit les États-Unis, peu importe, on est contre un peu la mondialisation. Fait qu'il faut qu'ils amènent ça comme une réponse en fait, ce qu'ils veulent, c'est éliminer la souveraineté des pays. Ils veulent vraiment une dominance mondiale. Alors, je poursuis. Qui sont les architectes de la gouvernance mondiale? J'ai mis 4 acteurs qui font partie des principaux acteurs de la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Il y en a d'autres. Puis je ne vais pas vous rentrer dans le traitement des sociétés secrètes. Je ne veux pas aller là. C'est documenté sur Internet. Il y a des gens qui ont fait des vidéos. Il y a des journalistes, il y a des historiens qui ont été très, très, très loin là-dedans, puis qui sont bien meilleurs que moi pour décrire ce sujet-là. Par contre, je trouve ça important de ramener ça parce que ça nous fait voir qui sont les personnages qu'on voit régulièrement à la télévision puis dans nos journaux qui font partie des globalistes. Puis vous allez voir, il y a une suite logique aussi pourquoi je parle de ça. Donc, le groupe Bilderberg, hein, le groupe Bilderberg a été fondé dans les années 60, je pense, non, c'est trilatéral en 73, c'est encore plus vieux Bilderberg. Ça réunit à peu près 130 personnes par année. Ce sont généralement des Américains, des Européens. C'est des hauts dirigeants, ce sont des politiciens, ce sont des gens qui ont une très grande importance dans les décisions dans nos propres pays. Le Canada est représenté. Je vais bientôt vous montrer qui participe au Bilderberg Group. La commission trilatérale, qui a été fondée par des gens du Bilderberg Group. La commission trilatérale, le Conseil des relations étrangères, je ne l'ai pas mis, mais c'est un peu la même chose. C'est encore des hauts décideurs qui décident des trajectoires de nos pays au niveau économique, au niveau politique. Donc, c'est des organisations globalistes. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Le cercle, on entend moins parler. Ben Le oui, hein? cercle, ouais, le cercle, c'est comme un sous-comité des Bilderberg ou de tout autre groupe discret ou groupe secret, parce que Bilderberg, on peut savoir les gens qui y participent. Il y a quand même une publication des invités, mais on ne saura pas ce qui se passe là. Ou si on le sait, on va connaître les grandes lignes, mais ce qui se discute au Bilderberg, ça reste au Bilderberg. Le cercle, il n'y OK? avait pas un film là-dessus avec Ken Reeves, là, avec, je me rappelle plus, il avait fait 3-4 Parabellum, là, le dernier qu'il avait fait. Là, ça Je sais s'appelait Le pas. Cercle, les initiés qui étaient tous des mafieux qui se protégeaient entre eux. Là, ça ressemble à ça. Ça, Ben, en tout cas, ça- juste, ça me dit rien, c'est ce que Ah tu non? me racontes là. Non, Avec Ken mais Reeves, non? T'as pas écouté non, ce film-là? non, peut-être, Ok. mais j'ai une mémoire Je vais retrouver, pas je vais trop. retrouver le titre. Ben, écoute, juste que la phrase que tu viens de dire décrit à peu près le sexe. C'est un groupe à l'intérieur d'un groupe. Puis, selon des journalistes d'enquête, parce que n'entre pas là qui veut, puis ne sait pas, on ne sait pas ce qui se passe là, C'est mais John selon des Wick. journalistes, ah, OK. Ah, ben, je l'ai peut-être vu, mais OK, mais je vais l'écouter, par exemple. Je vais remettre ça. Selon des journalistes d'enquête, les participants, les membres du cercle, c'est un peu comme la main armée du Bilderberg Group. C'est un peu comme la CIA, les agents Ah, secrets. Puis eux autres, ce qu'ils font, c'est que si un dirigeant d'un gouvernement, par exemple, qui n'est pas aligné avec les globalistes ou avec des politiques ou avec des ententes commerciales ou avec toutes sortes de demandes que font les globalistes, eux sont réputés pour aller faire des coups d'État, des faux drapeaux, comment qu'on appelle, false flag, pour aller déstabiliser des pays. C'est comme la main armée des Bilderberg. Fait que c'est comme les vilains de la gang qui vont sur le terrain, qui vont envoyer peut-être des soldats pour aller déstabiliser les pays qui ne sont pas alignés. C'est comme au Bélarus, ça pourrait être des agents du cercle qui vont là parce que le président semble ne pas s'aligner avec les globalistes. Le World Economic Forum, j'en ai parlé amplement dans mes dernières vidéos. Fait que ça arrive une fois par année en Suisse. Ben là, je vais aller là-dedans, parler un peu de qui participe au World Economic Forum. Fait que selon moi, ces 4 entités-là, et il y en a plein d'autres, sont sont majeures dans les décisions qui se prennent actuellement et depuis des années, parce que c'est pas d'hier, et vous allez le constater. The Economist, bien évidemment, c'est la revue de la famille Rothschild. ah ouais, c'est ça, La les famille, initiés, ça. Ils nous donnent, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui s'attardent à la couverture de Economist depuis une dizaine d'années. C'est analysé de fond en comble parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont capables de tirer de cette revue-là. Là. bien, on va aller là, Stéphane. Je vais en montrer 2 revues des économistes, 2019-2020. Des économistes, semble-t-il qu'il y a 2 journalistes des économistes qui sont autorisés. Il y a 2 seuls journalistes qui sont autorisés à participer au Bilderberg Group et c'est des économistes. Par contre, ils ne sont pas autorisés à dévoiler les détails de ce qui est discuté là. Mais est-ce qu'on peut penser que les revues des économistes portent des messages parce que, tu sais, c'est pas la classe ouvrière là, qui lit cette revue-là. Là. C'est des gens, c'est Bill Gates qui reçoit sa revue à toutes les semaines. Il est abonné, il l'a dit. Donc, dans le Bilderberg Group, rapidement, des gens qui ont déjà participé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont là à chaque année, mais ce sont des gens qui ont participé. On a Bill Gates, Oh, Mike Pompeo, hein, secrétaire d'État américain. Ici, pour ceux qui ne croient pas, ben, on voit Mike Pompeo et Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui ont participé en 2019 au Bilderberg Group. Emmanuel Macron, Kristalina Georgieva, qui est la présidente du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, elle, c'est la Banque centrale européenne, Klaus Schwab, ça, c'est le président du Forum économique mondial, un c'est le Allemand. fondateur. Là. David Rockefeller, il est décédé, mais David Rockefeller, David Rockefeller, il est partout. Il est dans Bilderberg, il est dans Trilatéral. Je ne sais pas si c'est dans le cercle. Ça, j'ai pas lu là-dessus. J'ai pas lu que David Rockefeller faisait partie du cercle, mais il est décédé, probablement qu'il serait au Forum économique mondial. Jeff Bezos est au Forum économique mondial.
Pas au forum. Là, je suis en train de lire la liste Bilderberg, mais c'est parce qu'ils chevauchent. Le Forum économique mondial, François Legault, pour ceux qui ne le savaient pas, François Legault a participé en janvier dernier au Forum économique mondial avec Donald Trump, George Soros, Greta Thunberg, le prince Charles, un représentant de Gavi lire Bill Gates. Il y avait les Nations unies, représentants des Nations unies, de l'OMS, la Banque centrale européenne, la famille Rothschild, la famille Rockefeller, sont tous là. Parmi les délégués canadiens qui participent au Bilderberg, qui ont déjà participé au Bilderberg, Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, Bill Morneau, qu'on est donc surpris, ancien ministre des Finances du Canada, qui était très récemment impliqué dans le scandale We Charity, Gerald Butts, proche conseiller de Justin Trudeau, copain. Ex, mais d'après moi, il est encore très proche, très proche, sans faire de jeu de mots. Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta. Michael Sabia, ancien PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Bilderberg, ce n'est pas un groupe comme les autres. Ce n'est pas quelque chose, une organisation comme on peut voir qui a pavillon sur rue, puis qu'on peut... Non, c'est hyper secret. C'est gardé, armé. Faut que tu montes patte blanche, tu vas te faire sortir de là, Manu Militari, et c'est même très violent. Donc, il n'y a absolument rien qui fuite de là. Les gens qui sont rentrés là-dedans, qui rentrent dans les hôtels, parce que le Bilderberg, là, le nom vient du premier hôtel où la réunion a eu lieu. Quand tu rentres dans ces hôtels-là, ils se cachent. Ils ne veulent pas trop savoir qui rentre là. C'est pratiquement impossible de savoir qu'est-ce qu'ils se disent. Mais je sais qu'il y avait déjà eu des analyses. Les gens qui ont déjà assisté par le passé à ces réunions-là ont tous, ou à peu près tous, été élus président, premier ministre dans un pays quelconque. Alors, c'est un groupe qui est extrêmement influent, qui est secret, qui tire les ficelles, puis nous, on ne fait pas partie de la game. Hein. On est des pions, puis on subit. Là. Oui, tout à fait. Puis je pense que la réunion Bilderberg a été remise, puis probablement ça va se faire par caméra vidéo, mais encore là, ils peuvent prendre des hélicoptères puis aller atterrir à un endroit voulu, puis la réunion se passe quand même, puis on ne le saura jamais. Là. Alors, Stéphane, The Economist, tu parlais tantôt des couvertures qui sont toujours très énigmatiques, pratiquement toujours. Alors, j'en ai sorti 2. La 2019, on va l'analyser plus profondément après. Ça, vous pouvez passer pas des heures, mais pas loin. Là, je veux dire, c'est hallucinant la symbolique qu'il y a là-dedans. C'est doublement intéressant parce que l'on sait que c'est des gens, des économistes, c'est des globalistes, c'est la famille Rothschild. La famille Agnelli sont actionnaires aussi de la revue The Economist. C'est Fiat puis Fiat Massoretti. Oui, je pense que c'est la famille Agnelli, c'est Fiat puis Massoretti sont actionnaires de The Economist. Ça a été publié quand, cette revue-là? Elle, c'est 2019. Oui. Puis l'autre à droite, c'est 2020. OK, parce que tu regardes en 2019, on voit un pangolin ici. Hein? Tu vois-tu le pangolin? Oui, en bas, à gauche. Je vais en parler plus tard. Okay. Je m'en vais là. Je vais analyser celle de droite avant rapidement parce que je ne veux pas passer énormément de temps là-dessus. Vous pourrez faire vos recherches. Je déteste tellement ça, cette expression-là. Ah oui, on peut plus l'utiliser. Hein? Non, c'est rendu une rigolade ou une insulte. C'est rendu une insulte. Le Monde en 2019, en passant, c'est la 33e édition de The Economist. Petite 33e, mais ça sonne franc-maçon, ça. Ça sonne mystère. Donc, je vais aller dans celle de droite de 2020. Hein, on dit The World in 2020, puis Trump apparaît. Là, rapidement, je vous avais tout compris qu'ils ont voulu faire comme un test qu'on passe quand on va chez l'optométriste, un test de vue du plus gros au plus petit pour aller tester notre capacité à percevoir de loin les mots. Hein? Fait que c'est quand même habile comme couverture. Le 2020, il est moitié rouge, moitié vert. Est-ce que ça symbolise que ça passe ou ça casse, que Trump va passer ou va débarquer en 2020? Qu'est-ce qu'on peut lire de ça?
pas grand-chose. Fait qu'on a Trump, on a le Brexit. Fait que le Brexit, 31 janvier 2020, l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. AI, c'est l'intelligence artificielle, Artificial Intelligence. Tokyo, c'est les Jeux olympiques de Tokyo qui ont été remis, je pense, en octobre 2021. Mars, possiblement, les explorations sur Mars par la NASA et Elon Musk, je pense. Mais tu sais-tu à quelle date que ça est sorti, ça? Parce que sinon, est-ce que c'est une revue qui est prophétique? Ou bien ça a été imprimé, la revue, après que tous ces événements-là aient été connus? Comme par exemple, quelle date on sait que les Jeux olympiques de Tokyo ont été remis, ont été cancellés aux alentours de avril, je crois. Alors, est-ce que l'impression de la revue s'est fait avant avril ou après Ah oui, avril? oui, c'est clair, oui, oui. Si je ne me trompe pas, c'est publié à peu près vers le mois de novembre. Je ne suis pas certaine de Oh ce que boy. je dis là, mais mettons, la revue de 2019 aurait été publiée en novembre 2018. Fait que est-ce que c'est la même chose avec celle de 2020? Novembre 2019, on a publié 2020. Mais c'est à vérifier, là, je ne sais pas, mais ça peut être un détail intéressant à les vérifier. Mars, climate, le climat. Xi, ben, c'est Xi Jinping, là, le président de la Chine. Récession. Est-ce qu'on nous annonce une récession? Modi, c'est le premier ministre indien. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire? Je n'ai pas beaucoup suivi l'Inde. Je n'ai pas vu popper tant de choses, mais il y a peut-être quelque chose qui le concerne. L'expo, bien ça, c'est l'expo aux Émirats arabes unis, que ça aussi, c'est un événement qui a été remis. Ça devait se passer, je pense que c'est en avril, ça aussi. Et c'est en fait un expo qui s'appelle Connecter les esprits, créer l'avenir. Et c'était la promotion des villes intelligentes, la 5G. Dubaï, hein, d'ailleurs, Dubaï est une des villes intelligentes dans le monde. C'est une ville laboratoire où on met en place toutes sortes de trucs hyper technologiques avec l'intelligence artificielle. Et là, on a la ville de Masdar. Il y a un nom de ce projet-là, c'est de faire la ville la plus écologique au monde. Oh. Fait qu'avec des systèmes hyper performants au solaire, puis toutes des technologies que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, donc qui sont alignés avec les objectifs de développement durable de l'agenda 2030, évidemment. Fait que ça, c'est un événement aux Émirats arabes unis qui a été remis, évidemment, à cause de la pandémie. SDGs, c'est les Sustainable Development Goals, c'est l'agenda 2030. Autrement dit, ils l'ont écrit en anglais, évidemment. Bond, il va y avoir un James Bond qui va sortir. Beethoven, parce que c'est son anniversaire là, à Beethoven. Après ça, on a Vision, aucune idée quoi en dire. Biodiversité, Ra. Ben, Ra, c'est qu'on est l'année astrologique du Ra chez les Chinois. Fait que c'est l'année du Ra, l'année des rats. L'année des Chinois. En tout cas, ouais. NPT, je me le suis noté, c'est le Non-Prolifération Treaty. Fait que c'est le traité de non-prolifération. Probablement, c'est dans toutes les discussions, peut-être dans les hauts lieux, au Bilderberg ou commission trilatérale. Hein. C'est des sujets qui sont souvent discutés à huis clos. Guerre, war, mais tu as aussi REN. Est-ce que c'est war ou Warren? J'en ai aucune idée. Mais war, c'est la guerre. Ren, c'est le prénom du président de Yahweh. Est-ce que c'est ça, le fondateur président de Yahweh? Son prénom, c'est Ren. Son nom de famille, je ne me souviens plus. Raphaël, aucune idée qu'est-ce que ça fait là. Nightingale, ça, c'est une dame, je pense, au 18e, des années 1800, qui a fondé les soins infirmiers. Puis on fête 200 ans, probablement très proche. Et la Russie, dans le coin droit, juste en dessous de guerre. Je bascule avec la revue The Economist de 2019. J'ai encerclé certaines choses. C'est sûr qu'il y a plein d'autres détails qu'on peut regarder, mais je vais quand même vous noter ce que moi j'ai vu. C'est important, je pense, d'analyser
ces données-là parce que c'est la revue des économistes. Hein? C'est la famille Rothschild. Selon moi, c'est les grandes orientations. Puis comme je disais tantôt, c'est pas la classe moyenne là, qui consomme ce genre de revue-là. Ça exclut pas que des gens de la classe moyenne peuvent y accéder, puis l'acheter, puis s'y intéresser. C'est pas parce qu'ils sont pas moins intelligents. C'est juste que c'est une revue qui, de tous les temps, est renommée pour être lue par l'élite de ce monde. Fait que, d'où mon commentaire. Ici, on voit d'abord ce qu'on peut remarquer, Stéphane, tu vois la Terre et tu vois l'homme de Vitruve qui est en plein centre de la Terre, au centre du cercle. Le cercle, dans la maçonnerie, ça représente l'âme de l'homme. Puis le carré, bien, on voit le carré aussi, si tu regardes comme il faut autour de l'homme. Fait que ça représente l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Au-delà de ça, on voit des écritures, hein, un peu partout. On voit des écritures qui sont à l'envers. Enfin, c'est des écritures miroirs. Ça prend un miroir. Tu peux le décoder, mais ça prend vraiment un miroir parce que c'est vraiment dur à décoder. C'est Léonard de Vinci qui avait l'habitude d'écrire de cette façon-là en lettrage inversé. Fait qu'ici, on voit, mettons, on va ici à droite, on voit reconnaissance faciale, facial recognition. On voit un monsieur avec des lignes qui mesure son front, qui mesure son orbite de l'œil versus son nez. Puis, fait que c'est la reconnaissance faciale. Trump semble avoir à peu près ce même traitement-là qui est la reconnaissance faciale parce qu'on voit des indicateurs avec des mesures qui correspondent à son visage. Ici, à droite, rapidement, c'est une sonde New Horizon pour aller explorer c'est Pluton ou en tout cas, c'est une sonde spatiale. Ici, ben, le panda représente la Chine. On a Poutine ici. Poutine, c'est écrit les pipelines de Poutine parce que Poutine est en train de faire des projets d'amener des gazoducs en Europe. Ici, on a c'est quoi cet oiseau-là? Un La signe. cigogne. La Cigogne, oui. cigogne qui amène des bébés. Fait que la cigogne, elle amène je ne sais pas si on voit bien, là, mais elle transporte dans son sac un code barre. Fait que la cigogne est réputée à porter des bébés dans son bec, mais là, ici, on a un code barre. C'est quand même pas banal comme message. Ensuite, si on va sur le Léonard de Vinci, il y a un téléphone, qui semble être un téléphone Android. On a un tatou d'ADN sur son avant-bras. On a une feuille de pote. On a une balle de baseball. Ici, on a dans sa main gauche, on voit une balance. Je ne sais pas ce que ça peut signifier. Puis le pangolin. Le pangolin, bien, il y en a qui vont dire que c'est une annonce de la pandémie, c'est un signe de la pandémie, mais en même temps, le pangolin, c'est un animal en voie de disparition. Fait que c'est peut-être juste ça que ça veut venir signifier. Aucune idée des prétentions du pangolin. Et là où je vais attirer votre attention, c'est le logo entre la Chine, Poutine. OK? C'est ça. C'est les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Oh boy. Et ça, selon moi, que The Economist aille mettre les 4 chevaliers de l'Apocalypse, c'est un petit peu inquiétant. C'est probablement pas banal. C'est sûrement pas pour faire beau, pour combler un espace dans le graphisme de l'image. Qui sont les 4 chevaliers de l'Apocalypse? J'ai mis rapidement, là, mais pour vous dire que c'est pas banal si on fait là. Le cheval blanc, c'est l'arrivée de l'Antéchrist qui vient pour tromper, pour conquérir et pour détruire. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Pourquoi je dis que c'est l'Antéchrist? C'est des théologiens, c'est à force d'étudier les prophéties bibliques qu'on sait qu'on parle ici de l'Antéchrist et non pas de Jésus. Le cheval roux, la guerre, et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Le cheval noir, c'est la famine. Quand il ouvrit, hein, Stéphane? La famine. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier,
et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Fait qu'ici, on parle de ration. Hein? C'est vraiment les rations. Puis dans l'image, tantôt, on a vu qu'il y avait une balance. D'un côté, il y avait 5 personnes, puis dans l'autre plateau, il y avait 4 personnes. Est-ce qu'il y a un lien avec le cheval noir de l'Apocalypse? Aucune idée. Cheval pâle, guerre, famine, peste, mortalité de masse. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Fait qu'on trouve ça dans Apocalypse 6, versets 1 à 7. Fait qu'on, c'est assez lourd comme signification de mettre les 4 cavaliers de l'Apocalypse sur la couverture. Ouais, toi, tu ferais-tu un parallèle avec ces 4 chevaliers de l'Apocalypse, comme tu les appelles, et ce qui se passe présentement avec le virus, la pandémie et les conséquences à venir sur, par exemple, tout ce que tu viens de nommer, là? Les 4 chevaliers. Moi, écoute, je suis très, très prudente, puis je veux pas, tu sais, Dieu seul le sait, là. Puis c'est pour ça que je suis très prudente. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses encore qui doivent se produire avant d'entrer dans les prophéties bibliques. Oui, je crois qu'on est dans la saison. Oui, je crois que nous sommes cette génération. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup d'événements, ben beaucoup, c'est relatif, là, ça peut aller extrêmement vite aussi. Mais pour ceux qui pensent qu'on est rentré dans les prophéties de la fin des temps, moi, personnellement, je crois que non. Parce OK. qu'il y a des indicateurs, puis je ne veux pas faire de l'eschatologie, c'est pas. Tu sais, j'ai quand même beaucoup étudié là-dedans, puis je me suis fait mes propres opinions. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne crois pas que nous sommes rentrés officiellement dans les prophéties bibliques. Par contre, on s'y approche et les événements pourraient se bousculer rapidement. Puis d'ailleurs, je vais en faire allusion au courant de cette présentation-là. Alors, on va rentrer maintenant dans le dollar américain, quelque chose qu'on a tous lu, tous vu. La gouvernance mondiale, un projet prophétisé depuis 1776. Alors, ici, on voit la pyramide du dollar américain. Tantôt, je vais explorer d'où ça vient, qui a fait ce logo-là, dans quel contexte. Là, je vais comme introduire avant des trucs qui me semblent importants. Fait que ici, on voit à la base 1776 en chiffres romains. 1776, c'est la date de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et évidemment, ce logo-là est en lien direct avec la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et ce logo-là représente une pyramide, évidemment, avec ce qu'on sait ici, c'est le grand architecte de l'univers, l'œil qui voit tout. Il y a toutes sortes de théories, mais je pense que tout le monde s'entend pour dire que ça représente le grand architecte de l'univers. Quand on fouille dans les écrits maçonniques, on voit très bien que c'est exactement ce que ça représente. Tantôt, je vais venir d'écrire Anuit Coptis Novus Ordo Seclerum. Je ne vais pas rentrer là tout de suite. Alors, la pyramide qui a été inscrite sur le dollar américain, qui a marqué la souveraineté des États-Unis sur l'Angleterre. On a la Déclaration d'indépendance, qui est un document fondateur, 1776, qui a été faite et signée par les pères fondateurs. Par la suite, on a eu la Constitution américaine qui a suivi en 1789, Constitution qui donne tous les droits aux Américains, c'est-à-dire qu'avant, c'était plus au niveau des droits collectifs, du droit commun. Avec la Constitution américaine, on est venu établir des droits individuels, le droit d'exister, hein, le droit d'avoir une opinion, le droit de se rassembler, le droit de porter une arme pour se défendre, hein, le deuxième amendement. En France, même chose, à peu près à la même époque, 1789, après la Révolution française, on a eu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, 1789. Et on peut voir clairement le lien avec la pyramide du dollar américain. On a la pyramide avec l'œil qui voit tout, du grand architecte de l'univers. Et ici, ça, il y a peut-être des gens qui l'avaient déjà remarqué, mais ici, ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont remarqué. On a le serpent qui se mord la queue. Ouroboros, il est dur à prononcer ce nom-là. Donc ça signifie chez les alchimistes et les francs-maçons
le début et la fin, l'alpha et l'oméga, ou dans l'alchimie, ça symbolise l'éternité. Il y a aussi une connotation comme un peu le phénix qui renaît de ses cendres, c'est-à-dire que le serpent va s'auto-manger, s'auto-dévorer et va renaître parce que ça se régénère. Hein. On coupe un ver de terre et on le sait, ça se régénère. Fait qu'il y a plein de symboliques, mais c'est un symbole très, très présent dans l'alchimie et dans la franc-maçonnerie. Parmi les signataires de la Déclaration d'indépendance de 1776, il y avait à peu près 50 des signataires sur 56 qui étaient francs-maçons. Puis il y a plusieurs historiens qui sont d'accord là-dessus. Fait que les pères fondateurs, ceux qui ont signé la Déclaration d'indépendance et qui, par après, ont amené la Constitution américaine, qui a été un document, le document formel pour encadrer les droits et libertés des citoyens, c'est des francs-maçons qui sont à la base de ça. La Révolution française, beaucoup d'historiens disent que c'est les francs-maçons qui sont en arrière de la Révolution française aussi. Puis à regarder la symbolique, je pense qu'on devrait tous être d'accord là-dessus. Les principaux rédacteurs du texte sont Thomas Jefferson et Benjamin Franklin, du texte de la Déclaration d'indépendance. Benjamin Franklin, c'était un franc-maçon, un maître provincial en Pennsylvanie. Et c'est à cause de lui un peu que tout ça a été initié, le désir d'indépendance face à la couronne britannique, qui était un des initiateurs avec probablement d'autres copains de loge maçonnique, dont George Washington. Parce que George Washington, quand il a prêté serment en tant que premier président et quand il a déposé la première pierre au Capitole, quand ils ont bâti, érigé le Capitole, il portait la toge maçonnique. Et ça, je vais vous montrer, on a des preuves de ça, là. Des reliques maçonniques de Washington sont visibles au George Washington National Masonic Memorial. C'est un des plus grands bâtiments maçonniques au monde. Ça se trouve en Virginie. Et le mémorial porte la devise pour inspirer l'humanité à travers l'éducation, imiter et promouvoir les vertus, le caractère et la vision de George Washington, l'homme, le maçon et père de notre pays. Fait qu'il n'y a pas de doute que les pères fondateurs des États-Unis sont des francs-maçons, que la Déclaration d'indépendance, la Constitution américaine et la charte, pas la charte, mais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, c'est maçonnique. Et ici, hein, on voit liberté, égalité, fraternité. C'est comment on appelle ça en France, la devise de la France. Ici, on voit le fameux serpent, l'architecte de l'univers. Alors, on passe à la prochaine. Voilà le mémorial, pas le mémorial, oups, attends un petit peu, j'ai été un petit peu trop vite. Le musée maçonnique. Est-ce que tu vois les images, Stéphane? Oui. Ah, moi, tu vois, je ne les vois pas. Ben non, je vois juste le texte à gauche. OK, il vient d'apparaître. Il y a eu un petit délai. Fait que ici, on voit le monument, hein, le monument en plein jour et le monument éclairé la nuit avec la pyramide qui éclaire comme sur le dollar américain. En bas, à gauche, on voit George Washington lors probablement de la déclaration d'indépendance. Et à droite, c'est lorsque la construction du Capitole, il porte dans les deux cas la toge maçonnique. Et ça, c'est dans le musée maçonnique en Virginie qu'on trouve ces images-là. Ça, c'est les présidents américains qui ont été francs-maçons. Vous allez voir, George Washington, il y a plein de noms connus. De façon plus contemporaine, on a Richard Nixon, Gerald Ford, George, le père Bush et fils Bush. Est-ce que les présidents Obama, Donald Trump sont francs-maçons? On n'a pas de confirmation, mais permettez-moi de croire qu'ils le sont eux aussi. La mère de Donald Trump était franc-maçonne. Tout à fait. Et Donald Trump a prêté serment à son inauguration le 20 janvier sur une Bible franc-maçonnique, je crois bien. Oui, la même Bible que George Washington aurait mis sa main, en tout cas, oui, je pense que oui. Mais c'est ça. Mais je ne veux pas trop aller là-dedans parce que je n'ai pas de preuves
indéniable que Donald Trump appartient à la franc-maçonnerie. Par contre, beaucoup de ses proches appartiennent à la franc-maçonnerie, dont celui qui l'a marié à sa première femme, Norman Vince Peale. C'était son maître à penser, il est décédé aujourd'hui, mais c'est lui qui l'a marié, c'était son pasteur, il allait dans son église. Et cet homme-là était un franc-maçon du 33e degré qui a écrit des livres sur la pensée positive et quasi étrange que c'était un pasteur chrétien. Et Donald Trump se mire dans lui. Vous pouvez trouver des entrevues où Donald Trump vante cet homme-là. Le projet mondialiste maçonnique, ici, on a une définition qui est donnée par Charles Riendy dans le livre Le Temple, souverain grand commandeur de la Loge de France en 1961. C'est un homme politique, membre du cabinet d'André Le Trocqué au ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, puis à la présidente de l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'il dit. La nécessité d'une organisation, je rappelle, c'est un franc-maçon, là. La nécessité d'une organisation totalitaire du monde, d'où toute notion de primauté d'une nation sera exclue, n'en subsiste pas moins. Elle se réalisera inéluctablement à son heure, qui n'est pas encore venue, et qu'il ne servira à rien de vouloir avancer, car il ne faut cueillir que les fruits mûrs. Organisation totalitaire, hein? Organisation totalitaire, il n'y a pas de cachette, là. Ben, puis écoute, c'est en 1961, là. Selon moi, ils nous le disent depuis 1776. Ouais. Clairement. Par quel moyen cette autorité d'un agent unique s'imposera-t-elle? D'un agent unique, on parle d'un être humain. Probablement par la guerre, par une troisième guerre mondiale et, espérons-le, dernière convulsion mondiale, car l'humanité est condamnée, comme tout ce qui vit, à enfanter dans la douleur et dans le sang. Enfanter dans la douleur, on en parle dans Matthieu 24, que les douleurs de l'enfantement, c'est une reprise de la Bible, ça. Je pense qu'il n'a pas sorti ça de son cru. Ici, j'ai mis un symbole maçonnique, hein, le symbole le plus connu, le compas et l'équerre avec le G pour le grand architecte de l'univers, l'œil en son sommet. Ici, c'est un symbole très maçonnique. C'est un symbole maçonnique. C'est l'aigle à deux têtes. Certains l'interprètent comme le phénix, mais ça, c'est vraiment typique des francs-maçons qui affichent ça. D'ailleurs, je vais en parler tantôt, mais Albert Pike, grand commandeur maçon, qui a écrit Moral and Dogma, un livre référence pour la franc-maçonnerie. Sur la couverture se trouve un aigle à deux têtes. Et petite parenthèse, Donald Trump a un club de golf en Irlande et en Écosse. Et le logo du club de golf de Donald Trump, c'est l'aigle à deux têtes. Petite parenthèse. Vous irez fouiller. Alors, Albert Pike, parlons-en. Je suis rendue à lui. Il est né... Hop là, j'ai pas cliqué à la bonne place. Je reviens. Albert Pike est né en 1809 à Boston. Ça n'a pas tellement d'importance. Il a été le grand commandeur de la franc-maçonnerie de 1859 jusqu'à sa mort. Fait que là, c'est important de le situer quand même à l'époque où il est très actif en 1859. Lui, il a écrit une lettre à Mazzini. Une lettre qui est contestée. L'authenticité, ça me fait penser un peu au protocole des sages de Sion. Ça a toujours été contesté parce que les protocoles des sages de Sion, c'était contesté parce qu'on accuse les Juifs de fomenter un gouvernement mondial avec plein de finalités qui sont vraiment pas reluisantes. Fait que les protocoles des sages de Sion ont toujours été contestés, mais en même temps, un peu comme la lettre de Albert Pike à Mazzini, si on lit et qu'on se rend compte que c'est exactement la description de ce qui se passe et de ce qui s'est passé, ben en même temps, on peut dire que c'est un faux, mais rendu là, on s'en fout un peu. Moi, je pense que c'était authentique, mais c'était contredit parce qu'il ne fallait pas que ça se sache. Il ne fallait pas que ça soit relié à un plan de gens qui poursuivent, qui font partie des médias et qui font partie des journaux. Il fallait que ça passe pour une théorie du complot. Ouais. Je pense que c'est pour ça que ça a été discrédité. Je vais pas Mazzini, c'était un Italien, ça? Oui, c'est un Italien, exactement. C'est pas lui qui avait une statue au Vatican qui ressemblait d'une statue métallique avec des têtes de mort, puis tout ça. C'était pas Mazzini qui avait commandé ça, non? Je ne sais pas, aucune idée.
Donc, Albert Pike, ce qu'il nous a dit, je ne vais pas lire entièrement parce qu'il m'intéresse, c'est la Troisième Guerre mondiale, mais écoute, il l'a prédit avec une justesse incroyable. La Première Guerre mondiale doit permettre aux Illuminati, hein, on revient avec Illuminati. Il y a plein de théories sur les Illuminati. Moi, ce que je vois, c'est que c'est des gens qui sont dans la connaissance d'un plan, d'une gouvernance mondiale et au-delà. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont une quête spirituelle. Ce n'est plus des gens qui ont une quête politique ou une quête d'argent. C'est des gens qui ont des ambitions spirituelles occultes. Pour moi, ma définition d'Illuminati, c'est ça. Donc, doit permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse communiste athée. La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre les fascistes et les sionistes politiques. On peut-tu dire que c'est mission accomplie, les prédictions qu'il a faites là? La Troisième Guerre mondiale n'est pas encore arrivée, elle pourrait être très proche, ce qui nous dit la Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences causées par l'agenture des Illuminati. Agenture, c'est des infiltrés. Hein, un peu comme la cinquième colonne, c'est des gens qui s'infilent dans toutes les sphères de la société. C'est ça qu'on entend par agenture des Illuminati. Donc, fomenter en profitant des différences causées entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, les musulmans du monde arabe et le sionisme politique, l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Pendant ce temps, les autres nations, une fois de plus divisées sur cette question, seront contraintes de se battre d'un point de vue physique, moral, spirituel, jusqu'à l'épuisement économique. Je vais en parler, oui, Stéphane, je suis sûre que tu t'en viens avec une question. Vas-y. Non, c'est correct, c'est correct. En fait, je veux savoir, Albert Pike, là, Ouais. cette lettre-là, est-ce qu'elle a été authentifiée? Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a écrit dans les années 1700 quelques ou ça aurait pu être quelque chose qui a été écrit bien après sa mort, puis qu'on l'a fait porter le chapeau sur lui, mais dans le fond, que ça serait écrit par quelqu'un d'autre? Ça se peut, Stéphane, j'en ai aucune. Tu sais, tu lis, là, si tu fais des recherches, tu n'arrives pas à mettre la. Il y a des historiens qui disent que c'est lui qui l'a écrit. Il y en a d'autres qui disent que c'est une contrefaçon. On ne peut pas savoir la vérité. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, que ce soit Albert Pike ou pas, il nous révèle quand même, selon moi, là, ce qui nous décrit la Troisième Guerre mondiale, c'est exactement ça qui va arriver. Puis, je vais même plus loin. Dans la deuxième partie de ce qu'on fait là présentement, je vais démontrer qu'on est très, très proche. Très, Ah très, ouais. très proche d'une Troisième Guerre mondiale. Oui. Toutes les Tu pions regardes se mettent en l'actualité un place, peu là. là-dessus, là, il y a beaucoup de monde en parle effectivement, ce qui se passe avec la Chine, ce qui se passe avec les États-Unis, pas l'Arabie Saoudite, mais ce qui se passe aussi avec la signature avec l'Israël puis les Émirats arabes L'accord de unis, normalisation. l'accord de Oh, paix qui oui, s'en vient, on est c'est in- proche. c'est inquiétant, ouais, c'est bien inquiétant. Puis d'ailleurs, le vidéo que je vais faire très très bientôt sur les mutations improbables du SARS-CoV-2 qui démontre sans l'ombre d'un doute, hein, ça fait longtemps que je le dis, que c'est un virus qui a été créé en laboratoire, vraisemblablement maintenant, par les Chinois. Alors, une des conclusions que je vais tirer là-dedans, c'est, OK, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Hmm. Alors, les Chinois, on sait que c'est eux on sait qui ont vraisemblablement relancé, lâché ce virus-là par exprès. Il a contaminé genre 300 millions de personnes, il a fait à peu près 1 million de morts, détruit l'économie de nombre de pays, et eux, ils s'en tirent haut la main, et puis ils sont prêts à nous vendre un vaccin. Alors, est-ce que ça peut rester comme ça? Je veux dire, si nous, on le sait, je veux dire, tous les pays, tous les dirigeants du pays du monde savent ça, là. Alors, juste ça, c'est casus belli, là. Oui, mais tu sais, c'est quoi la position de la Chine? Moi, je trouve que c'est quasi insondable, très difficile à déterminer. Ben, on s'en sac un peu de la position de la Chine. Ils vont jamais dire que c'est eux qui l'ont fait, mais les évidences sont malheureusement là. Ils peuvent pas le nier, là. Je veux dire, c'est clair et net, et ça va être l'objet de mon vidéo que je vais faire demain.
mais est-ce que ça fait partie de la stratégie, tu sais, le COVID-19 catalyseur d'une gouvernance mondiale? Est-ce que ça pourrait carrément faire partie de la stratégie de mise en place d'une gouvernance mondiale? Moi, ça m'apparaît évident. Est-ce qu'il y a il y a des clans adverses qui s'affrontent présentement au niveau géopolitique, au niveau militaire? Clairement, dans la deuxième partie, je vais le démontrer. Et c'est des. Moi, je pense que là, il y a un. Tu sais, la Bible, elle parle, Matthieu 24, un royaume contre un royaume, une nation contre une nation. C'est en train de se bâtir. On le voit de nos yeux, là. C'est en train de se faire. Stéphane, tu vas pouvoir mettre la vidéo de Jacques Attali. Jacques Attali, ceux qui habitent en Europe, en France particulièrement, ou en Europe, qui est très, très, très connu. C'est un économiste, c'est un ancien haut fonctionnaire français. Je ne sais pas ce qu'il fait présentement. Il est dans tous les médias. On le voit régulièrement intervenir. C'est lui qui a mis Macron au pouvoir. Il est très, très influent. C'est un mondialiste avéré. Puis vous allez voir, il ne s'en cache vraiment pas. Fait que Stéphane, tu peux la commencer, puis tu me diras quand est-ce qu'elle se termine, s'il te plaît. C'est la page qui m'a frappé dans le livre, page 222. Attali nous dit la solution, c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. Oui, mais il termine en disant tout ça est une utopie bien lointaine, mais intellectuellement, il est obligé de le mentionner. Je trouve ça régulier de sa part. C'est important d'ailleurs. Parenthèse sur Marx. Marx ne pensait que le capitalisme ne pourrait pas être déplacé nationalement, mais uniquement de façon mondiale. Donc je pense que le socialisme viendrait après le capitalisme, mais pas à la place. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre Non. Ou à la place de la guerre. Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre, pardon. Oui. Après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis Le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Et là, il faudrait mieux que ça soit à la place de la guerre qu'après la guerre. Vous vous rappelez, Daniel? Alors, je pense que le message est assez clair. Hein? Jacques Attali il nous dit que c'est vraiment un nouvel ordre mondial qui va se produire. Le questionnement, est-ce que ça va être après la guerre ou à la place de la guerre? Moi, je pense que ça va être après la guerre. Mais, tu sais, on peut croire Jacques Attali dans ses prédictions puis dans ses prophéties. Moi, je pense qu'il nous donne vraiment l'heure juste. Alors, Stéphane, on va mettre fin à la première partie pour aujourd'hui. Parce qu'on est arrivé à une autre partie qui va être quand même peut-être plus lourde un peu. Oh! Encore. Mais on va présenter cette deuxième partie-là très prochainement. Là. Mais voilà. Fait qu'on se revoit pour la deuxième partie incessamment. Bon, ben, merci beaucoup, Isabelle, d'avoir pris le temps d'assembler toutes ces informations-là. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, d'être capable d'en faire une histoire cohérente pour arriver à faire voir aux gens ce qui pourrait bien être notre futur proche. Chapeau, tu as très bien fait ça. En tout cas, moi, j'ai très bien compris. J'ai déjà hâte de voir la seconde partie. Alors, merci beaucoup. La seconde partie, ça va être de sceller, dans le fond, tout ce que je viens d'expliquer. Puis là, on va vraiment rentrer dans qui a conçu ce logo-là, puis pourquoi il y a cette symbolique-là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça nous annonce. Et vous allez, en tout cas, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont vraiment triper de voir à quel point on a ça dans le visage depuis toujours. Bien, pas particulièrement ici au Canada, parce que c'est sur le dollar américain, mais on connaît tous la symbolique du dollar américain. Mais à quel point ça a une résonance avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez flippant. Fait que la deuxième partie va être hyper intéressante, effectivement. Bon, ben sur ça, tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Puis, ben, stay tuned, comme on dit. La deuxième partie s'en vient.